Bonjour à tous, j'espère que vous allez. Mes premiers mots seront naturellement pour vous remercier d'être là. D'habitude, notre réunion de rentrée, nos journées de rentrée, elles avaient lieu à Guidel. Assez souvent, le temps était aussi beau qu'il l'est aujourd'hui dans les Pyrénées. Mais cette année, évidemment, ça n'était pas possible pour toutes les raisons que nous savons et sur lesquelles nous allons réfléchir, parce qu'elles sont cruciales. Et ceux qui s'exprimaient. J'ai un mot particulier naturellement pour Michel Barnier, avec qui nous lie une très longue complicité. Je suis entendu naturellement, tous nous avons conscience qu'il a entre les mains un enjeu absolument crucial, non pas seulement pour le Royaume-Uni, pas seulement les liens entre l'Union européenne, mais un enjeu crucial pour la nature de l'Union européenne. Si l'Union européenne acceptait de laisser se créer une sorte de Singapour assez fier, qui serait une plateforme pour que le commerce l'emporte sous toute autre considération et qu'on rejette désormais ou qu'on annihile désormais toutes les normes, toutes les précautions que nous voulons prendre, tout le soutien que nous apporter à des pratiques en matière écologique ou en matière de santé ou en matière de protection sociale des travailleurs qui soient les nôtres, alors ça veut dire que nous devons être extrêmement rigoureux dans la manière dont nous allons avoir noué des relations avec ce nouveau pays tiers qui est le Royaume-Uni. Et puis je veux remercier Jean-Noël Barrot, d'abord de son expression, de son travail, et vous me permettez de dire qu'au travers de lui, je souhaite remercier toutes les équipes qui, dans notre mouvement, extrêmement réduite, commentalité comme je tiens à le souligner chaque fois que nécessaire, ces équipes qui, qui nous permettent non seulement d'avoir une vie de parti politique très nourrie, mais aussi d'innover. Et ce que nous avons fait là, cette innovation avec Cité démocrate, ces journées où les débats, les tables rondes, les liens, l'expérience dentaire des membres du gouvernement que je salue, Jacqueline Gouraud, Marc Fesneau, Geneviève Darrieussecq, Nathalie, tous tous ces débats ont pu avoir lieu de la manière la plus efficace possible, étant donné la difficulté de temps. Ce qui me permet de rappeler avec un clin d'œil et un sourire, il y a un militant dans notre parti depuis très longtemps pour qu'on réfléchisse à une organisation d'une fédération Internet. Ce militant, bien qu'il soit président du parti, a parfois du mal à se faire entendre sur ce sujet, comme ça fait à peu près 10 ans que, et encore je suis probablement modeste, que j'essaie de convaincre les responsables autour de moi de faire ça. Alors je veux rappeler que je suis persuadé qu'il y a dans cette organisation nouvelle quelque chose de très précieux à construire. Naturellement, je veux vous dire que au moment de ces journées, je pense beaucoup, et vous aussi, à Marielle de Sarnez, dont je sais qu'elle est très engagée, en dépit de l'épreuve de santé très lourde qu'elle traverse, qu'elle est très engagée, qu'elle décroche son téléphone pour appeler les uns et les autres et les rappeler à ce devoir de créativité et d'indépendance qui est le nôtre. C'est une personnalité très respectée de la vie politique française. Et comme tout le monde le sait, on a eu très peur. Mais j'ai espoir qu'aujourd'hui, elle réussisse à surmonter les passages si difficiles qu'elle traverse. Et je ne voulais pas que, que journée se passe sans qu'il y ait un message direct qu'elle m'a donné, qu'elle m'a demandé de vous transmettre. Merci à Stan Guerini de,
de son message, de sa présence, et puis merci aussi de sa simplicité et de son amitié, de son authenticité. C'est un jeune responsable politique comme Jean-Noël Barrot l'est, comme Sarah l'est. C'est un jeune responsable politique, mais il a, je crois, de la profondeur et de l'enracinement. Je suis contente de pouvoir le saluer devant vous. On est dans une situation singulière, parce que d'habitude, quand il y a une alliance de partis politiques, ce sont des courants doctrinaux ou idéologiques différents. Ici, ça n'est pas le cas. Nous avons, nous, notre propre histoire, notre propre philosophie, notre propre euh, expérience et même expérience. Mauvais moment, traversé beaucoup d'orages, on a rencontré beaucoup de grêles et beaucoup de tempêtes. Ça a forgé entre nous une solidarité très importante. Et vous savez bien à quel point cette solidarité avec Marc, avec Patrick, avec Jacqueline, avec Marielle, elle est forte et vivante. Et En Marche, c'est un mouvement différent, c'est un mouvement qui s'est constitué au moment de la présidentielle, autour du président de la République, et donc ça fait une identité différente, pas antagoniste. C'est au fond tout est prêt, tout est disposé pour qu'il y ait la meilleure entente possible entre nous, et c'est cette entente que nous voulons faire vivre. Et puis je salue le Premier ministre. Je ne sais pas s'il nous écoute, mais tout à l'heure nous l'entendrons. Et je salue le Premier ministre parce que il est une voix, pardon de dire ça, nouvelle pour beaucoup de Français dans la politique nationale, qu'il a beaucoup d'atouts dans son jeu, et dans un jeu qui est très difficile. Il a beaucoup d'atouts parce qu'il a une expérience de l'État, parce que il a occupé beaucoup de fonctions de responsabilité de terrain, parce qu'il est local, parce qu'il est pyrénéen, c'est-à-dire qu'il, dans sa manière d'être et de faire, une identité qui est une identité pour moi très précieuse. Je pense que la France a beaucoup trop souffert d'uniformité et qu'elle en souffre encore, j'y reviendrai peut-être dans une minute. Et donc, je remercie le Premier ministre d'être partagé son expérience et sa détermination. Voilà les remerciements que je voulais exprimer. Je le ferai à la fin pour les équipes techniques qui nous ont permis cette nouvelle. Nous vivons, qui sera dans les livres d'histoire. Ce moment, celui épidémie, inattendue, je ne dis pas imprévisible, parce que je pense qu'elle était prévisible, ou qu'en tout cas on pouvait prendre les précautions nécessaires pour avoir les réflexes, les bons réflexes et les bons équipements au moment où pourrait se déclencher. Mais cette épidémie, elle change tout. Elle change tout, on le voit bien, notre manière de militer, d'être ensemble. Elle change tout dans la vie quotidienne. Nous sommes, pour la première fois de notre vie, tous, dans une société où l'on ne s'embrasse plus, où l'on ne se serre pas, où on ne voyage plus guère. La crise du transport aérien, des compagnies et même des constructeurs aéronautiques est une crise évidemment extrêmement lourde et qui change notre manière d'être et notre manière de vivre. Ça va changer à coup sur le commerce international, ça va nous faire conscience de un très grand nombre de difficultés et de manques que nous avons découvert avec cette crise. Cette crise, elle nous impose de réfléchir à notre vie démocratique d'une manière différente. Nous savons bien tous que il n'y a pas que l'économie qui soit en crise, il n'y a pas que la vie sociale qui soit en crise, il y a aussi notre
manière de débattre, de décision. Et cette manière-là, elle doit en particulier nous obliger à sortir de la dictature de l'urgence, des réseaux sociaux qui sont perpétuelle explosion, ébullition, tsunami. Oh, les tsunamis ne durent pas longtemps, mais n'importe quel événement microscopique donne lieu à une explosion, un panache de fumée, comme si c'était l'éruption du Vésuve. Et donc, il faut qu'on apprenne à vivre avec ça. Il faut qu'on apprenne à vivre avec les chaînes de télévision continues 24/4. Il faut qu'on apprenne à vivre avec les mouvements de l'opinion et il faut qu'on apprenne à vivre, à mon sens, et c'est ce que le président de la République a voulu faire en me confiant cette responsabilité, en réintroduisant le temps long, l'avenir euh, d'horizon, les mouvements qu'on ne voit pas toujours, mais dont notre vie dépend, les très grands mouvements de la planète et de l'univers, les sujets qui vont commander notre futur, y compris notre futur lointain, les réintroduire dans le débat et dans la décision quotidienne. C'est ce qu'on appelle le plan. C'est choisir des horizons et un chemin. Évidemment, c'est d'abord la responsabilité du président de la République. Et c'est pourquoi notre soutien au président de la République est un soutien actif, présent et amical. Parce que je ne crois pas qu'il y ait un président qui, dans les années récentes, ait connu des crises aussi multiples et aussi dangereuses que celles que le quinquennat d'Emmanuel Macron a montré. Et cependant, dans ce quinquennat-là, il est la responsabilité et il est, selon pleinement à la hauteur de cette fonction. Et ça mérite évidemment le soutien. Donc, autour du président de la République, en réintroduisant l'avenir lointain dans la réflexion, on va répondre à plusieurs et je vais reprendre celle que le président de la République a fixée à la mission que j'ai acceptée. On a une série de questions qui tournent autour du grand sujet, ou qui se regroupent autour du grand sujet de l'indépendance. Ça ne sert à rien de faire de la politique, ça ne sert à rien d'avoir des débats, d'organiser des partis et d'avoir un parlement et un gouvernement si nous ne sommes maîtres de notre destin. Or, il se trouve, comme beaucoup d'entre nous le savent, que sur bien des sujets, la maîtrise de notre destin nous a échappé. Alors, l'épidémie nous a permis de découvrir que nous n'étions plus capables d'obtenir les médicaments qui sont indispensables à notre système de santé. Nous avons manqué dans cette épidémie, peut-être, je n'insiste pas, nous manquons encore, des médicaments essentiels que sont les médicaments contre le cancer, qu'ont été pendant l'épidémie les médicaments qui permettent de faire et de sécuriser des anesthésies, les médicaments antibiotiques, et même à des molécules aussi élémentaires que ce qu'on appelle Doliprane en général, c'est-à-dire le paracétamol. Et donc, et cela parce qu'on en a délocalisé la production, parce que la plupart de ces molécules évidemment ne rapportaient plus assez dans leur fabrication.
on préférait se tourner vers des molécules absolument nouvelles et qui rapportent beaucoup plus. Et donc cette question de l'indépendance des productions, mais il faut pas aller très loin dans l'électronique. Évidemment, nous sommes de la même manière dépendants. Et puis, et c'est pour moi que physiquement insupportable. Nous sommes dépendants des décisions d'autres puissances sur la planète, sur notre propre souveraineté. J'ai cité souvent, mais je veux le refaire devant vous, lorsque les États-Unis ont décidé de sanctions contre l'Iran, il a fallu que les entreprises françaises et européennes qui étaient installées en Iran, qui ne dépendaient pas des États-Unis, qui n'étaient pas à capitaux américains, il a fallu que ces entreprises quittent cependant le sol iranien dans les 15 jours. Parce qu'il y a des dispositions internationales que les États-Unis ont imposées et qui font que nous n'avons plus notre indépendance. C'est pas évidemment seulement l'indépendance française. Il s'agit tout autant d'indépendance européenne. Je n'aurais eu aucune crainte sur notre système de santé si les médicaments dont j'ai parlé, avaient été produits en Allemagne. On les aurait eus, on les aurait obtenus sans aucune difficulté. Et probablement les Allemands ont-ils les mêmes soucis, problèmes en même industrie. Donc pour moi, je fais un seul ensemble, un seul bloc de l'indépendance de la France et de l'indépendance de l'Europe, qui, comme nous l'avons répété tout au long de cette matinée, sont un seul et même problème. Et puis il y a une deuxième grande question, qui est la vitalité de notre société, qui est la capacité de notre pays à faire naître des entreprises, à produire de la recherche, à innover en matière scientifique et technique, à protéger nos inventions, à avoir au fond une vie locale, nationale, régionale qui soit la plus et de ce point de vue-là, qui tiennent assez souvent à la manière dont on est organisé, et on peut libérer cette vitalité. En tout cas, c'est le deuxième sujet qu'il faut traiter. Il y a un troisième sujet qui est le plus important de tous. J'aurais peut-être dû commencer par là, mais ça n'aurait pas été logique du point de vue court. C'est le sujet de justice. Car nous portons un modèle et une responsabilité vis-à-vis de nos enfants et vis-à-vis du monde. Dans ce grand sujet de justice, il y a évidemment au premier degré la question du climat, de la planète, de l'environnement, de la biodiversité, la responsabilité qui est la nôtre, pas seulement en tant que citoyens français, européens, pères de famille de notre continent ou région du monde, mais en tant que citoyens du monde et citoyens de la planète. Et ce grand sujet de justice, naturellement, il faut qu'on le traite. Puis la justice, c'est aussi des choses que nous touchons du doigt. Je vais essayer d'en dire trois. La première, ce sont les fractures territoriales. Je pense à Jacqueline en disant ça parce qu'elle a la responsabilité ministérielle, mais je compte beaucoup traiter ces questions avec la responsabilité du plan. Il y a si longtemps qu'on ne s'est pas occupé d'aménagement du territoire. Et j'ai très souvent discuté de ça avec le président de la République, parce que, comme vous savez, c'est un provincial d'enracinement, et les Pyrénées en particulier, pas seulement, mais les Hauts-de-France aussi, sont pour lui une terre d'attachement. Mais il y a si longtemps qu'on ne s'est pas occupé de ça. Il y a si longtemps qu'on croit que tout se joue à Paris. Et quand on dit à Paris, il s'agit naturellement pas de tous les quartiers de Paris, il s'agit de la toute petite surface
rive gauche, rive droite, sur laquelle se nouent et se dénouent les débats médiatiques et politiques. Eh bien, il est d'irriguer à nouveau la France de responsabilité. Et j'ai dit que je voulais le faire pour la responsabilité qui est la mienne, l'échelle, mais de manière à créer une exemplarité. Les régions, les villes, et pas seulement les métropoles de province, les régions, les villes, les bourgs ont besoin de retrouver de la sève et de montrer que de chez eux, de leur terre, de leur terrain, la sève peut remonter jusqu'au centre de décision. Et c'est pour ça que j'étais si content que ce soit un élu local de notre province lointaine, pyrénéenne, qui se voit confier la responsabilité d'être chef du gouvernement. Il y a une deuxième fracture à laquelle je compte qu'on s'attaque, c'est les fractures de destin. Il y a eu tout un temps où l'on savait, quand on était ouvrier, paysan, minot, garde-barrière, qu'on travaillait dans une filature, on savait ce qu'il faut que les enfants réussissent. Et seulement qu'ils travaillent bien à l'école. Et c'est pourquoi les instituteurs, les professeurs étaient à ce point valorisés dans la société française. Ça n'est plus le cas aujourd'hui et on ne connaît plus le chemin, ou plus exactement, ne connaissent le chemin que les familles favorisées par le destin, qui ont de bonnes situations et une bonne connaissance. Regardez, ne serait-ce que pour trouver un stage quand on est en troisième, par exemple, ou quand on fait une formation par alternance. Les fractures de destin sont au cœur de la responsabilité qui est la nôtre et les réponses à apporter. Au fond, tout ça se résume à une question extrêmement grave et douloureuse, qui est la question de la rupture dans la société française entre la base, la plus large, les citoyens, quelle que soit la situation économique dans laquelle ils sont, et puis de notre côté, le prétendu sommet de la société, les prétendues élites. Et je mets tous les guillemets et toutes les italiques que vous imaginez devant cette expression. Il y a très longtemps que la base ne se reconnaît plus dans son sommet. Et même quand le sommet est de valeur, le seul fait qu'il soit situé en situation de responsabilité entraîne le sur les privilèges, sur l'argent, les bénéfices supposés des fonctions, même si ça n'est pas vérifiable ou vrai. C'est la raison pour laquelle j'ai voulu exercer la fonction que le président de la République et le Conseil des ministres m'ont confiée de manière bénévole, pour que cette question totalement écartée, qu'on comprenne qu'on peut avoir uniquement comme préoccupation l'intérêt général. Voilà des sujets qui sont devant nous, qu'on va devoir affronter différemment, avec les yeux ouverts et j'espère la considération qu'il existe un chemin pour l'avenir. Et tout ça, tout cela, nous allons le faire ensemble. Nous allons le faire ensemble. Nous sommes un courant politique, une formation politique, qui est une de ces formations autour desquelles s'est construit du temps l'histoire. Nous avons cette chance et cette responsabilité d'incarner un grand courant. Certains diront réformiste. Moi, j'ai toujours privilégié le mot de démocratie, démocrate, des démocrates d'inspiration, des démocrates avec un idéal, des démocrates qui que c'est pas seulement de gestion qu'il s'agit de résoudre le responsable politique, quel que soit son grade, avoir l'idée que ce qu'il tient entre les mains de plus précieux, c'est les raisons de vivre des gens dont il
qu'en ce matin, ils pensent d'une certaine manière qu'au fond, ça n'est pas pour rien qu'ils travaillent, ça n'est pas pour rien qu'ils élèvent des enfants, ça n'est pas pour rien qu'ils affrontent les difficultés des temps et même l'âge. C'est parce que on construit quelque chose. Et on construit quelque chose dont on pense qu'il doit être meilleur pour l'avenir. Voilà la responsabilité que nous vivons précisément dans ce courant politique-ci, dans le mouvement démocrate, qui aujourd'hui est, je crois, qu'on peut le dire, de mieux en mieux reconnu et estimé dans la vie politique française. Alors je vous remercie d'avoir organisé cette rencontre. Je dis merci aux équipes techniques qui l'ont fait, amitié. Et je remercie tous ceux qui y ont participé, qu'ils soient intervenants, soit simplement connectés avec la réflexion que nous menons. Et je suis très heureux maintenant de passer la parole au Premier ministre Jean Castex. Remercie de sa présence et de sa participation.